Ok. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus malgré les campagnes, etc., assister à cette conférence. Et surtout, merci à vous, Émeric Jacquia, d'être venu. Donc, je vais vous présenter brièvement, même si je pense que les gens présents savent un peu qui vous êtes. Donc, vous êtes une figure emblématique du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Vous êtes connu pour avoir su transformer des entreprises en difficulté en modèles de réussite et d'innovation. Donc en 1995, tout juste diplômé d'HEC Paris, vous avez lancé votre carrière en fondant Matelsum, une des premières entreprises françaises à vendre en ligne, donc des matelas en l'occurrence. Ensuite, après des tentatives plus ou moins fructueuses de rachat ou de relance d'entreprise, vous avez racheté Camif en 2009 et vous avez réussi à faire de cette entreprise un modèle finalement, le modèle de l'entreprise à mission. Donc l'activité de votre entreprise devait avoir un impact positif sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux de l'ensemble des parties prenantes. Votre vision engagée de l'entrepreneuriat vous a conduit à cofonder en 2018 la communauté des entreprises à mission, une communauté qui fédère des entreprises de toute taille. Donc, pour rappel, une entreprise à mission est une société commerciale qui inscrit dans ses statuts une raison d'être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'engage à poursuivre dans le cadre de son activité. Donc, ce statut a été introduit par la loi Pacte du 22 mai 2019. Contrairement aux entreprises traditionnelles qui se concentrent principalement sur la maximisation des profits, les entreprises à mission intègrent des objectifs d'intérêt général dans leur modèle économique. Donc, vous cherchez ainsi à démontrer qu'il est possible de concilier une performance économique et un impact positif sur la société et la planète. Et surtout, vous proposez une solution à des menaces telles que la crise climatique en faisant de l'entreprise réinventer un remède. Merci beaucoup à vous et je vous laisse la parole. Merci. Et Cyprien. Oui. Et bonsoir à toutes et à tous, et encore toutes mes excuses pour le retard. Mais voilà. De tout temps, on peut dire que l'entreprise. Alors, je suis venu vous parler d'entreprise en fait. Pourquoi ? Parce que des ponts, vous allez atterrir dans une entreprise à un moment donné. C'est à peu près sûr que tout le monde va travailler dans une entreprise. Et je pense qu'on peut dire que de tout temps, l'entreprise a changé le monde. Ce sont les entreprises qui ont inventé et passé à l'échelle la plupart des grandes innovations qui ont transformé la société. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans entreprise 2 minutes ? Et surtout un monde sans entreprise, sans ingénieurs ? Parce qu'un monde sans entreprise, c'est un monde sans électricité, sans électroménager, donc sans réfrigérateur, sans machine à laver, sans aspirateur, sans robot-mixeur, sans téléviseur, sans ordinateur. Un monde sans voiture, sans avion, sans train, sans route, sans pont. Un monde sans téléphone, sans musique, sans maracas. Un monde sans Internet. Est-ce qu'on peut l'imaginer ? Non. Donc on va arrêter de batifoler là. On voit que l'entreprise a profondément changé le monde. Chaque jour, elle façonne le monde. Mais alors, c'est aussi ces mêmes entreprises qui ont précipité la crise climatique, la pollution de l'environnement, l'épuisement des ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines, et qui ont conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, comment penser que l'entreprise, et aujourd'hui je pense devant l'urgence et l'ampleur des défis et des crises qui sont devant nous, comment penser que l'entreprise qui est à l'origine de ces dérèglements puisse devenir la solution ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Est-ce qu'il faut changer quelque chose à l'entreprise ? Comment on s'y prend ? Est-ce que c'est viable économiquement ? Parce que s'il n'y a pas de modèle économique, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel rôle chacun d'entre nous, là, on peut jouer ?
Tu l'as dit, je suis entrepreneur. J'ai démarré ma vie d'entrepreneur assez jeune, à 23 ans, en commençant par vendre des matelas par Internet. Et puis, j'ai repris une entreprise qui était en faillite, que j'ai relancée sur un modèle d'impact positif. J'ai participé au développement de l'entreprise à mission en France et j'ai cofondé la communauté des entreprises à mission. Je fais partie de cette génération, et je pense qu'on n'est pas tout à fait la même, mais presque, qui a pris conscience du lien entre ce qu'on observe, le dérèglement du climat, l'effondrement de la biodiversité, puis nos modes de vie. C'est-à-dire tout simplement nos modes de déplacement, nos modes de consommation, de production. Au fond, nos modes de faire entreprise. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir avant que tout nous échappe. Et nous, seuls, citoyens, on ne peut pas tout. Si d'un coup de baguette magique, là je vous transformez tous, vous n'êtes pas très nombreux, hein, mais tous en super Greta Thunberg, et qu'on arrêtait tous de manger de la viande, qu'on ne prenait plus l'avion, qu'on ne prenait plus les voitures pour les petits trajets, alors on n'aurait fait qu'un quart du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. C'est Carbone 4 qui dit ça. Ça veut dire que les citoyens ne peuvent pas tout. Même ensemble, même les États, quand ils se réunissent, quand ils font des COP, ne peuvent pas tout. Et aujourd'hui, je crois que plus que jamais, l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. L'enjeu, c'est de l'activer. Alors, tu l'as dit, j'ai démarré dans le e-commerce, puis ma vie d'entrepreneur a pris un tournant particulier quand j'ai quitté Paris pour aller nous installer à Niort pour relancer la Camif. Qu'est-ce qui connaît la Camif ? Ok, donc la Camif, c'était une coopérative créée par des instituteurs qui s'est développée sur le modèle de la vente par correspondance avec un gros catalogue papier. Elle a été bousculée par l'arrivée d'Internet, elle a fait faillite. Et moi, je me suis lancé dans cette aventure de réinventer parce que j'avais la conviction qu'on pouvait faire de cette marque quelque chose, une vraie alternative à ce qu'on observe. Une grande distribution depuis 30 ans, ce que je suis sur le marché, qui va toujours chercher plus loin, moins cher. Moi, j'avais une conviction qu'on pouvait faire peut-être une vraie alternative en misant sur la qualité, sur le local, sur le durable. Alors, je ne fais jamais une intervention sans remercier ma femme, Armelle, parce que sans le soutien du conjoint, dans une aventure entrepreneuriale, sans sa confiance totale et son grand oui quand je lui ai annoncé qu'on partait et qu'on allait s'installer à Niort, je ne serais pas là devant vous ce soir. Donc merci Armelle, on peut l'applaudir, allez, je dirais comme ça. Hein, tu l'as, très bien. Très vite, je comprends que la seule chance de réussir dans le projet, parce que c'était quand même à Niort, 568 personnes qui ont perdu leur job du jour au lendemain, c'était quand même un gros drame, en fait, la chute de Camif. Ça avait été créé en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. Et très vite, je comprends que si on va avoir une chance de réussir dans le projet, il faut mettre au cœur du modèle de l'impact positif, à commencer d'abord pour le territoire, comment recréer un maximum d'emplois. Donc moi, je déménage ma boîte, ma famille, mais j'emménage aussi avec un centre de relations clients que je fais ouvrir à Niort, un centre logistique, et ça contribue en pleine crise financière, hein, c'était 2008, hein, vous étiez peut-être jeune, 2008, hein, mais... c'était après la chute de Camif, entraîné par la chute de Camif, comme tout le monde le sait, la chute de Lehman Brothers, puis la crise financière mondiale. Et donc, à ce moment-là, c'était mission impossible pour lever des fonds et convaincre des banquiers, même dans une entreprise classique, de financer quoi que ce soit. Et si on a quand même réussi dans le contexte à trouver des financements, c'est parce que justement, on a eu le soutien des acteurs du territoire qui ont compris que notre projet, il aurait un impact positif sur le territoire en termes d'emploi et qu'on avait intérêt à le soutenir. Et donc, ça nous a permis de convaincre des banquiers de nous accompagner dans une aventure entrepreneuriale avec beaucoup de risques. Ensuite, la proposition de valeur qu'on choisit, miser sur le Made in France. 2008-2009, le Made in France, c'était très ringard. Hein. Il n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas le salon du Made in France. Mais ça a été pour nous une façon de réengager les 125 fabricants français avec lesquels travaillait Camif. Et de leur dire au fond, ce qu'on va vendre, c'est vous. C'est vos savoir-faire, c'est vos métiers, c'est ça qu'on va valoriser sur le site. Alors je fais à ce moment-là 2 rencontres qui ont été déterminantes. La première, c'est que je rencontre Pierre-Olivier Barenne et Laurence Ménury, qui venaient tout juste de créer un des tout premiers fonds à impact en France. Leur thèse d'investissement, c'est que c'est les entreprises qui sont les plus utiles pour la société
qui seront également les plus profitables pour leurs actionnaires. Et la deuxième rencontre, c'est celle de Blanche Chegrestin et de Armand Hattuel, de la chaire théorie de l'entreprise de l'École des Mines, qui, pendant la crise financière de 2008, se sont dit, au fond, ce à quoi on assiste, ce n'est pas une crise financière. Ce à quoi on assiste, c'est la crise de l'entreprise. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, comme seul et unique objectif de l'entreprise, on a perdu de vue le pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert. Et il faut remettre ça au cœur, et c'est pas complètement anodin d'ailleurs que ce soit des ingénieurs qui aient redesigné le concept même de l'entreprise. Pour eux, il y a deux choses qu'il faut changer. La première chose, c'est la table de la loi de l'entreprise, c'est-à-dire ses statuts, et en particulier son objet social, qui peut plus se limiter à être juste le partage du profit entre actionnaires, mais qui doit intégrer et qui doit devenir probablement un objet social étendu qui intègre la raison d'être de l'entreprise, le pourquoi elle existe, mais aussi les objectifs sociaux, environnementaux qu'elle entend poursuivre à travers son projet. Et la deuxième chose qu'ils pensent qu'il faut changer dans l'entreprise, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la fabrique de la décision dans l'entreprise. Et leur conviction, c'est que si on laisse la main uniquement aux actionnaires pour décider de tout, eh ben on aura un conseil d'administration qui privilégiera toujours l'intérêt des actionnaires, donc a priori la maximisation du profit et le court terme. Et donc leur conviction, c'est qu'il faut créer un nouvel organe de gouvernance dans l'entreprise pour créer un contre-pouvoir. Ce sera le comité de mission, qui est un organe indépendant du conseil d'administration et qui intègre davantage les salariés et l'ensemble des parties prenantes. Alors ils ont baptisé leur modèle à l'époque la société à objet social étendu. Bon, c'est des ingénieurs, hein, c'est pas des marketeurs. Mais ça a été le début en fait de l'entreprise à mission en France, et ils cherchent des entreprises à ce moment-là pour expérimenter leur modèle. Et ben ça tombe bien parce qu'avec Camif, on s'est dit mais c'est exactement ça qu'il faut. Alors ça nous questionne et ça nous met en chemin. Et pour répondre à cette question en fait qu'on se pose pas dans les entreprises, pas assez. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi on existe en tant qu'organisation ? À quoi on sert ? Alors, on a mis 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases qui sont constitutives de la raison d'être de Camif. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas très efficace, hein, mais on a souhaité interroger largement et prendre ce temps d'interroger toutes les parties prenantes. Pour oublier aucune des parties prenantes, j'utilise l'acronyme de la Camif. Le C, des clients. Le A, les actionnaires. Le M, le monde qui entoure l'entreprise, son territoire. Le I, l'intérieur de l'entreprise, les salariés. Et le F, les fournisseurs. Avec cette question, pourquoi on existe ? À quoi on sert ? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas ? Et inversement, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de Camif ? Et au bout de ces 2 ans et demi, on a intégré dans nos statuts cette raison d'être et 5 objectifs sociaux et environnementaux. Ça a été le début pour nous d'un chemin de transformation assez profond, à la fois de notre modèle, de notre clientèle, et on a mis tout de suite les pieds dans le plat de l'injonction apparemment contradictoire entre la poursuite d'enjeux économiques, financiers, et puis la poursuite d'enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. C'était en 2017. Et là, j'annonce à mes actionnaires, lors d'un comité stratégique, qu'on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. C'est un peu comme vous, ils sont restés un peu quoi. Et après, ils ont passé 2 heures et demie à essayer de me convaincre que c'était peut-être pas la peine d'aller jusqu'à fermer, qu'on pouvait peut-être tout simplement ne pas faire de promotion ce jour-là, parce que c'était logique. On venait d'inscrire dans notre mission, enfin dans nos statuts, le fait, et notre premier objectif de mission, c'était d'informer, de sensibiliser sur la consommation responsable. Donc c'était clair qu'on ne pouvait pas faire le Black Friday. Ça devenait impossible. Et je leur ai dit, attendez, on ne changera pas le monde avec de l'eau tiède, mais avec de l'audace. Et je pense que c'est ça qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise. De l'audace. Et des entrepreneurs, ils en ont de l'audace. Alors, je les ai convaincus en leur disant qu'aucun média ne parlerait d'un site qui ne fait pas de promotion, mais qu'il y avait peut-être une chance qu'un média parle d'une entreprise qui ferme. Pour le meilleur jour de l'année. 2017, c'était déjà le meilleur jour de l'année pour les e-commerçants.
J'ai eu quelques sueurs froides quand même, hein, parce que après l'envoi des communiqués de presse aux journalistes, la moitié revient vers nous en disant on comprend vraiment pas le problème du Black Friday. Enfin, qu'est-ce que vous avez contre les gens qui font des bonnes affaires pour Noël? Bon, pour eux, je pouvais pas faire grand-chose. Et l'autre moitié revenait en disant ah ouais, c'est courageux, bravo. Bah, on a passé le sujet en comité de rédaction, mais malheureusement, bah, on va pas pouvoir parler de vous, parce que pour nous médias, le Black Friday, c'est aussi la meilleure semaine de recettes publicitaires. Voilà. Donc quand on touche au système, bah, le système, il se défend. Hein, parce que là, on est... Qu'est-ce que doit engager l'entreprise? Elle doit engager des changements systémiques. C'est pas juste de l'innovation technologique, c'est un changement de système. Alors heureusement, j'ai eu 2-3 journalistes rebelles qui m'ont quand même approché en disant bah, venez nous vous expliquer pourquoi vous faites ça. J'ai fait mon baptême de Jean-Jacques Bourdin ce jour-là, une demi-heure à l'antenne, et puis avec beaucoup de questions. Mais pourquoi vous faites ça? C'est du marketing, etc. C'est de la com. Mais bien sûr que c'est de la communication. Mais c'est de la communication responsable, parce que ce jour-là, j'avais rien à vendre. Mais j'avais un message à faire passer, c'est celui des scientifiques, qui déjà nous alertaient. Bah, si on continue de consommer comme on consomme, c'est-à-dire sans réfléchir, on va juste tout droit dans le mur. Et donc il y a urgence qu'on rebranche nos cerveaux, qu'on reprenne le contrôle de notre consommation. Peut-être qu'on consomme moins, mais qu'on consomme mieux, c'est notre modèle. Et voilà, donc ça n'a pas été simple, parce que c'est un renoncement fort, mais je crois qu'on transforme aussi les entreprises par renoncer à un certain nombre d'activités. Sur le court terme, on a perdu de l'argent, plusieurs millions d'euros, puisqu'on a réitéré cette opération chaque année depuis. Et avec le recul, ce que je peux dire, c'est que ça a été un formidable levier d'engagement pour les collaborateurs, qui étaient hyper fiers. Ça a été pour nous un levier pour aller recruter de nouveaux clients, qui sont de plus en plus nombreux, plus jeunes, vraiment engagés, qui veulent donner du sens à leur achat, qui veulent des marques qui sont engagés, mais surtout qui sont capables d'apporter la preuve de leurs engagements. Et ça a été un marqueur très fort de notre engagement, et la sincérité de notre engagement. Et ma fierté, c'est que l'année dernière, alors cette année, je n'ai pas les chiffres, mais l'année dernière, 1500 sites e-commerce n'ont pas fait le Black Friday. Donc Camif, à notre modeste échelle, on a eu un impact considérable, bien au-delà de notre propre écosystème, sur cette question centrale de la consommation responsable. L'entreprise à mission, c'est parfois faire moins, parce qu'on s'aligne par rapport à sa mission. Il y a des choses qui sont plus cohérentes, des activités qui sont plus en adéquation avec la mission qu'on s'est fixée, mais c'est aussi faire mieux. Quand on inscrit dans notre mission le fait de faire de l'économie circulaire, en 2017, ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser la question, comment sont fabriqués ces meubles? Comment on peut faire mieux avec moins? Et c'est comme ça qu'on lance toute une série de collections et de produits éco-conçus sur les principes de l'économie circulaire, qui sont des produits exclusifs qu'on ne retrouve pas sur Amazon ou ailleurs, et qui ont eu pour nous un triple bénéfice. Je prends l'exemple du matelas Timothée, qui est un matelas qu'on a mis 4 ans à mettre au point. Techniquement assez compliqué, parce que c'est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Il a fallu mettre au point ce bloc de mousse qui tienne la route en termes de confort, de durée de vie, sanitairement parlant aussi. Et au bout de 4 ans, on a un produit qui est devenu un des best-sellers de Camif. Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'entreprise à mission, tu as donné une définition tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très concret. C'est au cœur de l'offre. Et c'est quelque chose qui doit, si c'est bien fait, alors, susciter l'innovation, c'est ce que ça nous a obligés à faire. On s'est obligé à faire beaucoup de camifatons. C'est des réunions avec des designers, des experts de l'économie circulaire, des fabricants, pour imaginer ensemble des nouveaux produits qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché et qui doivent créer une triple valeur. Et c'est ce que ce matelas a procuré pour Camif. Une valeur économique, une valeur sociale et une valeur environnementale. Une valeur économique parce que pendant la crise Covid et après, il y a eu une période de très forte inflation qu'on vit encore. Et donc, la mousse traditionnelle, conventionnelle, issue du pétrole, le prix est complètement flambé. Mais la mousse qu'on a mis au point, avec ces vieux matelas recyclés, elle, n'a pas bougé. Le prix des matelas recyclés, il y en a toujours autant. Donc ce matelas a préservé nos marges
dans un moment qui était particulièrement difficile. Il a créé une valeur économique pour l'entreprise. Il a créé une valeur sociale. On mesure aujourd'hui notre empreinte sociale. C'est-à-dire quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France. Et une valeur environnementale, on fait les ACV, les analyses de cycle de vie de nos produits. Et en moyenne, sur l'ensemble des collections, on divise par 2 les émissions de CO2 par rapport à des produits équivalents non éco-conçus et fabriqués à l'autre bout de la planète. Et donc là, voilà, on tient la possible réconciliation entre l'économie et les enjeux sociaux et environnementaux. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est possible. Et si c'est possible pour Camif, c'est possible pour toutes les entreprises. Ça prend du temps. Ça demande de revoir son modèle économique, son modèle de gouvernance, son modèle de management. Mais c'est quelque chose de passionnant quand on est un dirigeant. Alors, comment vous pouvez contribuer en fait? Comment vous pouvez contribuer à changer l'entreprise pour changer le monde? Parce que on est tous là, on est tous acteurs potentiellement. Je pense que d'abord en tant que citoyen, on peut prendre davantage de temps avant d'acheter un produit et utiliser notre pouvoir, c'est notre pouvoir d'achat, pour favoriser les entreprises les plus transparentes. Pas forcément, les entreprises ne sont pas toutes formidables, mais les plus transparentes, les plus sincères, et l'utiliser à bon escient pour mettre la pression sur les entreprises. En tant qu'étudiant, à mon avis, vous pouvez donner du sens à votre vie professionnelle. C'est l'enjeu. Et donc, soyez exigeants envers les entreprises que vous allez rejoindre. Posez-leur des questions sur leurs engagements, sur la sincérité de leurs engagements. Si vous n'êtes pas convaincu, passez à une autre entreprise. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, montez votre propre entreprise. Et puis, de préférence, une entreprise à mission. Si vous êtes professeur, enseignez que l'entreprise est une organisation extrêmement efficace, quand elle le veut, pour adresser les changements, les défis qui sont dans nous, le changement du climat, etc. Et enseigner que l'entreprise peut changer le monde. Que contrairement à ce que disait Milton Friedman, ou peut-être même si Milton Friedman disait que l'entreprise, la seule responsabilité de l'entreprise, c'est de faire du profit, enseigner qu'elle ne fera plus de profit si elle ne profite pas au bien commun. Et puis, en tant que salarié ou en tant que dirigeant, je crois qu'il faut qu'on ose réinventer nos façons de travailler, qu'on ose réinventer nos modèles. Parce que je crois que l'entreprise, les entreprises qui ne seront pas capables d'apporter la preuve de leur utilité pour la société, ou plutôt seules les entreprises qui seront capables d'apporter la preuve de leur utilité pour la société, subsisteront à terme. Parce qu'elles auront la préférence, elles auront l'engagement des collaborateurs, elles auront la préférence des jeunes talents, elles attireront davantage les jeunes talents et les capitaux nécessaires à leur transformation. Voilà, donc en conclusion, parce que tu m'avais demandé de faire 15 minutes, je suis déjà en retard, je dirais qu'il faut qu'on fasse le pari de l'amour. Parce que si on aime notre planète, et si on aime nos enfants, nos petits-enfants, vos futurs enfants, alors il faut qu'on utilise le plus puissant levier de transformation qu'on a dans nos mains aujourd'hui, c'est-à-dire l'entreprise. Voilà, merci. Et comme on est en petit comité, ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir échanger. Merci beaucoup. Est-ce que je te tutoie? Comme tu veux. Dans la vraie vie, je crois qu'on se tutoie. Donc. On va jouer à un jeu. Ah oui. On va faire un question-réponse rapide. Ah oui. Je vais donner le choix entre 2 choses. À chaque fois, tu devras me répondre l'une des 2. Très bien. Ok. T'es prêt? Toujours. Camif ou Matelson? Camif. Entreprise à mission ou économie à mission? Entreprise à mission. Fonder une entreprise ou reprendre une entreprise en faillite? Fonder une entreprise. Acheter local ou acheter moins cher? Acheter local. Je m'en vais. Échec ou opportunité? Échec. On est entrepreneur ou on le devient? On le devient. Tu te dirais que tu es auto-entrepreneur ou entrepreneur à mission? Je suis entrepreneur à mission.
Et changer les habitudes des consommateurs ou modifier l'offre? Les deux, mon général. Très bien. Merci. Je te propose qu'on passe aux questions. Oui. Aux questions plus développées. Assieds-toi si tu veux t'asseoir. Moi, comme vous voulez. Moi, je suis bien debout. Bah, on reste tous debout. J'étais assis pendant 1h03, donc ça va. Très bien. Je vous propose qu'on commence par... on va parler de l'entrepreneuriat d'abord, pour comprendre d'où tu viens. Et ensuite, on rebasculera sur les entreprises à mission. Une question qui nous touche tous. Est-ce que, déjà, quand tu étais étudiant, tu te voyais entrepreneur? Est-ce que tu avais des idées et est-ce que tu avais envie de le devenir? J'ai toujours voulu être entrepreneur. Parce que je pensais naïvement que c'était le fait d'être entrepreneur, c'était être plus libre. C'est pas vrai, hein, parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas libre. En fait, on a tellement de responsabilités qu'on n'est pas libre. Mais et j'ai jamais voulu rentrer dans un grand groupe. J'aurais pu le faire. Évidemment, la plupart de mes petits camarades d'HEC sont rentrés dans des grands groupes. Et quand au mariage, quand on sort de l'école, très vite, il y a les premiers mariages, et on me demandait qu'est-ce que je faisais, je disais que je vendais des matelas par Internet, les gens me regardaient avec des grands yeux, puis ils passaient à autre chose. C'était un peu gêné. Mais non, j'ai fait la majeure entrepreneur. Quand je suis rentré à HEC, c'était pour la majeure entrepreneur. J'avais vraiment envie de faire ça. Mais bon, en fait, quand on démarre sa boîte, surtout jeune comme moi je l'ai fait, on ne sait rien faire. Et donc j'ai eu la chance, tu parlais des échecs, de vivre des crises très vite. J'ai eu la chance de vivre ma crise à peu près un mois après avoir créé Matelsum. On a eu les grèves de novembre-décembre 95, qui étaient les plus grandes grèves depuis mai 68, qui avaient complètement paralysé le pays. On ne pouvait plus se déplacer, on ne pouvait plus utiliser la poste, c'était horrible. Et quand on démarre une boîte de vente à distance, démarrer avec... c'était juste très compliqué. Et néanmoins, avec le recul, je remercie, parce que c'était pour les retraites à l'époque, hein, donc ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, je remercie toujours la CGT, parce que grâce à eux, Matelsum a trouvé un support média qu'on n'aurait jamais osé utiliser, c'est le métro, parce que j'ai mon agence d'achat d'espace qui m'appelle et qui me dit: Marie, il y a des prix très très intéressants dans le métro, tu devrais acheter des panneaux dans le métro. Donc j'ai acheté 1000 panneaux à un prix record, mais comme il n'y avait plus aucun métro qui circulait et que de toute façon j'avais plus d'argent, je me suis dit j'ai rien à perdre, on y va. Et puis j'ai eu la chance qu'en janvier 96 les métros recirculent et on est resté 10 ans dans le métro. Et ça a vraiment permis à Matelsum de se développer en région parisienne notamment. Donc j'ai pris ma première leçon d'entrepreneur, c'est que dans toute crise, il y a des opportunités. C'est ce que voit généralement l'entrepreneur. Il faut. Est-ce que, justement, en parlant des débuts de Matelsum, comment tu as su bien t'entourer et savoir avec qui tu devais partir seul, partir en groupe? Je suis parti seul et j'ai pas su bien m'entourer en fait. Je me suis trompé beaucoup. Parce que c'est ce qui est le plus difficile, de savoir bien s'entourer, de recruter les bonnes personnes. On ne sait jamais si ça va marcher, etc. Par contre, j'ai eu la chance de démarrer dans une pépinière d'entreprise. Aujourd'hui, c'est les incubateurs, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on est autour d'entrepreneurs qui démarraient leur boîte. Et en fait, pour être tout à fait précis, quand j'ai démarré Matelsum en 95, c'était la vente par téléphone. Et puis, très vite, je voulais lancer un site Minitel, parce que la Camif faisait un tiers de son chiffre par Minitel, la Redoute pareil. Tous les gros acteurs de la vente par correspondance faisaient un tiers de leur chiffre par Minitel. Et là, quand je passais à la machine à café, à la pépinière avec mes matelas pour aller les stocker dans un bureau, etc., je croisais régulièrement une de mes voisines qui était Corinne Delaporte, qui avait créé le journal du net. Et je lui dis, tu sais, je vais lancer un site Minitel en plus. Et elle me dit, non, mais attends, surtout pas de Minitel. Garde ton argent, va voir une petite start-up qui vend des livres sur Internet aux États-Unis. Tu vas voir, ça s'appelle le e-commerce. Et donc, j'ai regardé Amazon, qui démarrait aussi. Et puis, j'ai fait pareil pour les matelas, avec un peu moins de succès. Hein. Mais bon. Une autre question. Donc, savoir s'entourer, c'est aussi être dans être au milieu d'autres entrepreneurs qui ont même s'ils ont des domaines très différents, les mêmes problématiques. Une autre question. Moi, je vais continuer à vous voyer, hein, pardon. Très bien. Très bien. Donc, quel équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle vous avez su garder en débutant l'entrepreneuriat? Un grand déséquilibre, mais qui a trouvé son équilibre avec le temps.
Non, mais c'est vrai, quand on démarre sa boîte pendant 3 ans, les 3 premières années, c'est de la folie, quoi. Quand on avait des dîners chez des amis, j'allais m'endormir après l'entrée, quoi. J'arrivais déjà en retard, en fait, voilà, un peu comme ce soir, mais encore plus. Et voilà. Donc, non, pas d'équilibre au début. À un moment donné, il faut le trouver parce que sinon, c'est pas durable, en fait. Et donc on le trouve naturellement parce que par la force des choses, on doit le trouver. Et je me souviens qu'au bout de 5 ans de Matelsum, où j'avais été vraiment très à fond tout le temps, j'en pouvais plus, j'avais des mauvaises analyses, j'étais épuisé, tout ça. Et puis mon médecin m'a dit mais il faut vous arrêter de travailler tout de suite, hein, parce que là vous n'allez pas durer longtemps. Et donc j'ai pris un DG et puis je l'ai recruté. Et puis je crois qu'il est arrivé 2 jours plus tard, je lui ai laissé les clés, je suis parti 2 mois en vacances. C'était formidable parce que lui, du coup, il n'avait pas d'autre choix que de voilà. Donc, et puis après l'arrivée des enfants, c'est encore un nouvel équilibre qu'il faut trouver. Je me souviens de ma levée de fonds où j'avais mon fils Augustin qui est de 2000. Je l'avais sur les bras et je m'étais endormi avec lui en train de faire mon business plan sur les bras avec son biberon, bref. Donc non, l'équilibre c'est pas simple, hein. Et c'est pour ça que le soutien du conjoint est déterminant. Et puis après, il faut trouver dans sa vie des façons de se déstresser, le sport, voilà, d'autres activités. Mais voilà, ça vient. Et après, ce qui nourrit beaucoup, c'est le sens qu'on trouve. Et vraiment, pour Camif, ça a été un virage pour moi incroyable parce que j'ai pu réinventer complètement mon entreprise, réinventer la Camif aussi. Et puis ça faisait vraiment sens, quoi. Ça faisait écho à des choses que j'avais pu voir sur le marché qui m'avaient choqué, des fabricants français qui fermaient les uns après les autres parce que toute la grande distribution partait ailleurs. Et moi, je me suis dit, bah là, on a un truc, quoi. On peut faire quelque chose qui vraiment peut avoir de l'impact et qui fait sens. Et ça nourrit énormément. Voilà. Donc, je pense qu'avant de monter une boîte aujourd'hui, je me questionnerais vraiment sur est-ce que ça fait sens pour moi ? Est-ce qu'il y a une question d'alignement ? Et en fait, quand on s'aligne dans sa vie professionnelle, et quand on est aligné, on a une source d'énergie qui vient directement. Enfin, c'est incroyable l'énergie qu'on a. Quand on n'est pas aligné, on n'est pas bien, et du coup on n'a pas d'énergie. Donc voilà. Et il faut sans cesse se questionner, où sont mes fuites d'énergie ? Je suis désolé, je réponds, mais j'ai des idées qui viennent aussi, donc moi je suis aligné, donc j'ai beaucoup d'idées qui me montent comme ça. Hein. Mais par exemple, à Camif, pendant des années, on a fait des entretiens annuels, donc c'est des campagnes qui durent une semaine, où on voit toutes ces équipes, chaque manager voit ses équipes. Et moi là, j'en pouvais plus à la fin de la semaine, j'étais complètement épuisé, et puis je voyais bien que ça faisait pas plaisir non plus aux uns et aux autres. Bon. Et un jour, je dis, il faut arrêter ce truc-là, parce que moi, les fuites d'énergie, déjà l'énergie nous manque, mais il faut pas qu'elle parte, quoi. Donc on a refondu l'entretien annuel, qui est maintenant une balade le long de la Sèvre. Et donc on part se balader ensemble. Et au lieu d'être face à face entre 4 murs, on est côte à côte dans la nature. Ben, ça change tout. Et même en termes de posture de management, on n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner, pour marcher avec. Et après, on a le smile, quoi. Et là, on sait que quand on voit les gens arriver en basket dans l'entreprise, ils vont passer une bonne journée. Voilà. C'est une façon de s'aligner. Merci beaucoup. Et donc, autre question, toujours sur l'entrepreneuriat. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes ingénieurs qui aspirent à des postes dans l'entrepreneuriat ? Ça veut dire quoi, des postes dans l'entrepreneuriat ? Fonder Ouais. des boîtes. À monter leur boîte. Monter leur boîte. Suivez votre instinct. Enfin, il faut écouter son intuition. C'est le premier conseil que je donnerais. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas mûr pour le faire, le faites pas. Si vous pensez que vous avez besoin d'aller faire vos échecs dans une entreprise et puis une fois que vous aurez appris un peu le métier, monter votre boîte, bah, faites comme ça. Et inversement, si vous avez vraiment envie, que vous avez une idée, même si elle n'est pas bonne, même si elle va s'avérer mauvaise, il y a combien d'entreprises qui démarrent sur un projet mais qui finalement vont pivoter et vont trouver un modèle qui fonctionne. Donc moi je crois beaucoup, enfin aujourd'hui il y a quand même en France un tissu entrepreneurial beaucoup plus développé qu'il y a 20 ans.
Il y a les moyens de le financer, les entrepreneurs beaucoup plus présents qu'il y a 20 ans. Et donc, je pense qu'il faut oser. Voilà. Après, question, est-ce qu'il faut le faire seul, s'associer, etc. Attention, parce que s'associer, c'est se marier. C'est sympa quand au début tout le monde s'aime, mais l'amour ne dure pas toujours. Et quand on n'est pas aligné avec son associé, ça peut faire planter la boîte. Et justement, quand est-ce que tu te rends compte que tu es sur le mauvais chemin et qu'il faut pivoter quand tu fais quelque chose? Bon, les claques, on les prend vite. Hein. Enfin, les erreurs, quand tu payes de ta poche tes erreurs, tu apprends vite. Donc, mauvais chemin, c'est des noms. En même temps, il faut savoir être insistant, enfin persévérant. Parce que les gens vous disent toujours c'est impossible, ça marchera jamais. C'est excitant ça, quand on dit c'est impossible, ça marchera jamais. T'as envie de leur montrer qu'ils ont tort. Et moi, j'en ai eu des banquiers qui me disent mais ça marchera jamais, acheter des matelas sans les voir, sans les essayer. Vous y pensez même pas, mon pauvre ami, mais bien sûr. Bien sûr. Et justement, alors qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ton parcours? J'en sais rien. T'en sais rien, c'est pas une question que tu poses. Peut-être plus de bêtises, plus vite, je sais pas. Très bien. Non, est-ce qu'on n'apprend que de ses échecs, hein. Le succès n'est qu'une succession d'échecs, puis à un moment on trouve un truc, et puis voilà. Et c'est jamais pérenne, c'est-à-dire que ça peut passer vite aussi. Ok, bah super. On passe aux entreprises à mission. C'est ça. Mais justement, c'est une bonne transition parce qu'on est dans un monde par rapport au monde où moi j'ai monté ma boîte, où les choses allaient quand même moins vite qu'aujourd'hui, et où c'était un peu plus stable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un monde très très instable, très compliqué, très volatile. Enfin, c'est le VUCA, là, volatile, incertain, complexe, ambigu, tout ça. Donc c'est très compliqué. On est dans un monde où tous les dirigeants sont dans un brouillard total. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Comment l'IA va complètement disrupter tout mon modèle économique? Et donc, ce qui fait que on va passer ces crises, on va passer ce brouillard, c'est le fait d'avoir justement cette raison d'être, ce sens, pourquoi on a créé l'entreprise. Parce que là, si on a une raison d'être qui est bien claire, même s'il y a du brouillard, c'est votre boussole. Ça vous pouvez continuer à vous diriger. C'est l'histoire des randonneurs qui sont partis, vous la connaissez cette histoire des randonneurs qui sont partis dans la montagne? Ils sont partis se balader, ils sont dans les Pyrénées, ils partent, et puis au bout d'une demi-journée, le vent se lève, c'est la tempête, c'est le brouillard, puis la neige, et puis ils sont un peu en panique parce qu'ils sont complètement perdus. Et donc ils essaient de trouver leur chemin, et là ils commencent à grelotter, ils ont hyper froid, ils n'ont pas mangé, pas bu, ils n'ont plus rien. Et il y en a un qui sort de sa poche un plan. Il dit ah attendez, j'ai un plan. Donc on va faire un truc, c'est qu'on va construire un petit igloo, on va se mettre dedans, et puis quand le temps sera plus clément, comme avec mon plan, on pourra se retrouver, on pourra retrouver notre chemin. Assez avisés, ils se mettent à l'abri, puis la tempête passe au bout d'une journée, mais dans la vallée, tout le monde pense qu'ils sont morts. On ne peut pas envoyer les chercher les secouristes parce que c'est le brouillard, c'est la tempête. Et puis au bout de 2 jours, ils redescendent. Et là, tout le monde est hyper heureux de les revoir, de les retrouver vivants. Et on dit, mais comment vous avez fait? Ils expliquent qu'on avait un plan. Alors le plan, ils regardent le plan, c'était un plan des Alpes. C'est pas grave. Ils avaient un mauvais plan parce qu'ils n'étaient pas dans les Alpes, ils étaient dans les Pyrénées. Mais grâce à ce mauvais plan, ça les a sauvés. Voilà. Il faut toujours avoir un plan dans une entreprise. Donc, question un peu plus technique du coup, mais en revenant aux entreprises à mission. Concrètement, pour obtenir le statut juridique d'entreprise à mission, comment ça se passe et quels sont un peu les organismes qui vont contrôler ça? Alors, une société à mission telle qu'elle est définie dans la loi Pacte de 2019 avec les décrets de 2020, c'est une société qui a inscrit dans ses statuts, dans son objet social, cette raison d'être et les objectifs sociaux et environnementaux qu'elle entend poursuivre. Donc c'est une raison d'être et des objectifs qui sont singuliers à l'entreprise, que généralement elle a co-construit avec ses équipes, avec ses parties prenantes, et qu'elle a pris du temps pour bien formuler, parce que c'est une forme de ligne de crête, hein, si on est trop généraliste, si on est trop déconnecté de la réalité de l'entreprise, tout le monde va dire c'est
C'est pipeau le truc, quoi. C'est pas du tout ce qu'on vit. Et inversement, si ça crée pas une tension, ça sert à rien parce que ça va pas susciter d'innovation. Donc c'est pas si simple. Et c'est une entreprise qui a intégré donc cette fameuse gouvernance de la mission, donc un comité de mission qui est indépendant, dans lequel il y a au moins un salarié, c'est ce que dit la loi. Puis ensuite, la plupart des entreprises, aujourd'hui il y a 1780, je crois, entreprises à mission en France, qui représentent à peu près 1 million d'emplois, 1 million de personnes qui travaillent dans des sociétés à mission. Et ce comité de mission, on voit que il est composé de représentants des parties prenantes de l'entreprise. Ça peut être des partenaires clés, des clients, des fournisseurs, et également d'experts des sujets sur lesquels l'entreprise s'est engagée. Et le comité de mission, il a un peu le devoir de vigilance en fait, sur les moyens qui sont mis dans l'entreprise au service de sa mission, et il doit rendre compte, puisque chaque année, il doit publier un rapport de mission. Et enfin, il y a un contrôle externe avec l'organisme tiers indépendant qui va venir visiter l'entreprise tous les 2 ans et auditer l'entreprise en s'appuyant sur les travaux du comité de mission, mais aussi en interrogeant les salariés, les dirigeants, pour vérifier que la mission, l'entreprise a bien une mission, que c'est pas du pipeau, qu'il y a bien de feuilles de route, qu'il y a bien derrière des indicateurs, alors que c'est pas toujours quanti, ça peut être aussi des indicateurs, ou pas d'indicateurs, mais en tout cas qu'il y a des moyens qui sont mis et des résultats qui sont en lien avec les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Et donc elle va émettre un rapport, cet organisme tiers indépendant, qui va valider si l'entreprise elle est à la hauteur de ses objectifs. Elle va faire ça objectif par objectif. Donc on a aujourd'hui 80% de PME qui sont des sociétés à mission, mais on a aussi des grands groupes. La Poste, Danone. Alors dans le cas Danone, c'est intéressant parce qu'on a eu Emmanuel Faber qui s'est fait virer, et quelques mois après le passage en société à mission. Et c'est un cas intéressant pour moi parce que malgré le fait qu'il ait quand même beaucoup incarné le projet de passage en société à mission, qui était cohérent par rapport à l'histoire de Danone, qui était un peu le double projet depuis Reboot, depuis 72, Emmanuel Faber a fait voter à 99,5% dans une boîte cotée, c'est pas évident, le passage en société à mission. Et on aurait pu s'attendre à ce que quand ils partent, quand on le vire, généralement quand on vire le dirigeant, il y a toute la stratégie qui part avec. Mais la société à mission, elle est bien restée. Le comité de mission, il est bien resté. Les statuts sont toujours là. Et aujourd'hui, on voit que Danone se sert de sa mission pour progresser. Ils ne sont pas parfaits. Attention, c'est pas un label. C'est pas parce qu'on est une société à mission qu'on est meilleur qu'une autre. Par contre, on s'est obligé à penser la place de l'entreprise dans la société, à penser l'impact positif qu'on cherche à avoir, à le dévoiler publiquement. Donc on a un peu brûlé ses vaisseaux, je dirais, parce que une fois qu'on dit ça, il faut le faire. On s'est obligé à de la transparence, à rendre des comptes, et donc on a un cadre qui est un cadre de progrès, qui rend l'entreprise chaque année meilleure, au regard de sa mission. Voilà à peu près sur la loi Pacte, ce que c'est qu'une société à mission et comment ça fonctionne. Et bien justement, c'est quelles parties prenantes qui définissent et qui incarnent la mission dans une entreprise ? Entre les collaborateurs, Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, ce qui était le constat d'ailleurs des chercheurs, les chercheurs ont dit l'entreprise n'existe pas. En droit, dans le droit des sociétés, il n'y a jamais le mot entreprise. Elle n'existe pas. Et dans le droit des sociétés, la société, elle est dirigée par son conseil d'administration, mais qui défend finalement les intérêts des actionnaires. Et là, pour la première fois avec l'entreprise à mission, on crée un comité de mission qui ne défend pas les intérêts d'une partie prenante, des actionnaires ou des salariés avec le CSE par exemple, mais qui défend l'intérêt de l'entreprise. Ça consacre même l'existence de l'entreprise, l'exigence juridique d'une entreprise. L'entreprise, elle appartient à personne. Elle n'appartient pas aux actionnaires. On enlève, je vous ai parlé des parties prenantes tout à l'heure avec le CAMIF, on enlève une des lettres de CAMIF, mais ça ne marche plus. On enlève les clients, il n'y a plus d'entreprise. Vous enlevez les fournisseurs, vous enlevez le territoire, il n'y a plus d'entreprise. Donc on a besoin de toutes les parties prenantes pour faire. Et l'entreprise, c'est un projet collectif qu'on va vivre. Et on le vivra d'autant mieux, et avec d'autant plus d'envie que ça fonctionne, que cette entreprise, elle fait sens pour vous.
que vous soyez client, ou qu'elle crée de la valeur pour vous, que vous ayez fournisseur, territoire, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant. Les entreprises qui se donnent une mission, elles le font parce qu'elles sont convaincues qu'elle doit avoir un impact dans la société, ou parce qu'elles voient ça comme quelque chose d'attractif pour vendre ou pour embaucher? En fait, il y a beaucoup de bénéfices. C'est vrai qu'un des bénéfices de l'entreprise à mission, c'est que soudainement, l'entreprise devient plus attractive parce qu'elle dévoile pourquoi elle existe. Et finalement, pour nous, Camif, les gens ils viennent à Niort pour travailler. Non mais tu rigoles, mais sur un recrutement de directeur marketing, on a 150 CV qu'on n'avait pas avant 2017. Pourquoi les gens ils postulent? Parce que ça leur plaît. Parce que la consommation responsable, le Made in France, ça leur parle. Donc oui, c'est un vrai levier d'attractivité. Mais attention, on attire sur une promesse. Mais une grande marque, c'est une marque qui tient sa promesse. Et c'est ça l'enjeu. Donc les entreprises qui le feraient pour l'image exclusivement se mettent le doigt dans l'œil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un risque très fort que ça crée une attente qui soit déçue si effectivement ce n'est pas sincère. Donc il y a une prime à la sincérité. Et ça peut même se retourner contre l'entreprise si elle ne met pas les moyens, parce que le plus grand risque, ce n'est pas un risque juridique, ce n'est pas qu'on attaque l'entreprise parce qu'elle n'a pas respecté sa mission, c'est un risque réputationnel. L'entreprise dit ça, mais elle fait ça. Ça, tout le monde va le voir. Et les salariés sont les premiers et les mieux placés pour savoir si oui ou non l'entreprise agit de manière sincère au regard de sa mission. Et ce qui est chouette, c'est quand on voit que les salariés, parce que qui sont les mieux placés au fond pour transformer l'entreprise et faire en sorte que la mission elle vive, c'est les salariés eux-mêmes. Donc s'ils saisissent de la mission, ça devient extraordinaire. Moi j'ai comme ça des jeunes chefs de produits qui sont arrivés un jour, voilà, on a fait par exemple le renoncement à tous les produits de grand import. Donc on n'a plus de produits qui viennent en dehors d'Europe. C'était quand même 7% du catalogue qu'on a complètement coupé en 2021. Et du coup ça a libéré de l'énergie et du temps de mes équipes. Il faut trouver des solutions locales, donc il faut qu'on relocalise. Et donc un jour, j'ai une jeune chef de produit qui vient, on est le premier producteur de lin au monde, en France, mais en fait tout le lin part loin pour revenir tisser, peigner, etc. Donc là, elle a trouvé un tisseur, un peigneur, un confectionneur pour faire une gamme de linge de lit entièrement fabriqué en France. Et ça, c'est pas moi qui lui ai dit. Elle a dit ma mission c'est du local. On a renoncé aux produits de grand import, donc moi il faut que j'arrive à redynamiser des filières. Et elle va trouver les bons. Voilà. Donc ça c'est génial parce que c'est directement lié à la mission. Et quand la mission elle est claire, elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Et donc l'entreprise est plus efficace parce qu'elle est plus innovante, elle est plus attractive parce qu'elle fait plus de sens, et du coup elle est plus performante. Parce que c'est ça l'enjeu. Mais elle a une performance globale, pas uniquement financière. Et elle est plus robuste aussi. Parce qu'on sait bien que les crises qui vont arriver, on parle des entreprises qui vont s'adapter. Mais les crises vont tellement vite, et elles s'empilent tellement les unes sur les autres, que moi je ne crois pas à l'adaptation. On n'arrivera plus pas à s'adapter. Les entreprises qui n'anticipent pas, les entreprises qui ne prévoient, qui ne sont pas en train de travailler sur le monde d'après, le fameux monde d'après dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, elles vont disparaître. Elles ne vont pas tenir le choc. Et donc une façon de se réinventer de manière intelligente, c'est d'avoir réfléchi à sa mission. Parce que c'est autour de sa mission qu'on va se réinventer. Sa mission, elle ne va pas bouger. C'est la fameuse boussole pendant le brouillard. Parce que le jour où il y a une ressource qui est essentielle à l'entreprise, l'électricité, l'eau, la terre, qui vient à disparaître ou à devenir tellement cher que votre modèle économique ne tient plus la route, si vous n'avez pas anticipé ça, vous êtes mort. Moi j'ai des exemples de concurrents qui sont morts parce qu'ils dépendaient de chaînes d'approvisionnement hyper lointaines. Et nous, on a pu voir la robustesse d'une chaîne d'approvisionnement locale pendant le Covid. On n'a pas souffert des containers qui ont fait x10 et qui ont fait la fortune de certains, comme CMA, CGM, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de préciser le pourquoi l'entreprise est là.
pourquoi elle existe et comment on peut réinventer son modèle. Autre petite question. Oui. Par rapport à donc, les critères ESG que doivent respecter les entreprises, pas seulement les entreprises à mission, mais toutes les entreprises en général, qu'est-ce que vous pensez d'une réglementation qui s'appliquerait donc à toutes les entreprises et qui sanctionnerait par exemple ceux qui ne respectent pas certains critères? Est-ce que ajouter une telle réglementation avec comme enjeu pas seulement qui fera en sorte que les entreprises ne bénéficient pas d'une bonne réputation si elles ne deviennent pas des entreprises à mission? Qu'est-ce que vous pensez d'une telle réglementation? Alors d'abord, cette réglementation, elle existe déjà. Dans la loi Pacte, il y a eu une modification d'un article du Code civil, l'article 1833, qui dit que toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. C'est-à-dire que potentiellement, toute entreprise est attaquable sur le fait que dans un projet, elle n'a pas respecté, elle n'a pas pris en considération. On peut toujours se demander ce que ça veut dire, mais bon. Donc ça a consacré l'obligation de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Après, est-ce que la RSE, qui existe depuis 20 ans, a fondamentalement transformé l'entreprise et contribué à un monde meilleur? Je ne le crois pas. Et quand je vais au Salon Pro Durable chaque année, que je vois des magnifiques stands Philippe Morris avec des très très beaux rapports RSE, donc là, sur l'ESG, ils sont bons. À quoi ils servent? Donc la question centrale, c'est l'utilité de l'entreprise. C'est pas essayer de faire un peu mieux ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose? C'est ça, être entreprise à mission. C'est de se poser cette question-là. Après, en Europe, le niveau des réglementations, des normes ne cesse de monter. On s'en plaint déjà beaucoup dans le patronat français. On a des normes que les autres n'ont pas. Donc ça nous pénalise. Alors c'est vrai. Et je pense qu'on doit être exigeant vis-à-vis de nos politiques pour accéder au marché européen, on puisse accéder à un marché dans des conditions justes. C'est-à-dire qu'on mette sur le même plan l'agriculteur français et celui qui importe des produits. Voilà. Et si nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser des produits chimiques, pourquoi les autres auraient le droit de le faire? Pourquoi ils auraient le droit de vendre leurs produits? C'est injuste. Et je comprends très bien, du coup, le rejet de certains sur ces normes ou sur transposition des normes. Et néanmoins, elles sont nécessaires. Parce que les normes, elles font quand même bouger les choses. Et donc là, arrive en Europe la CSRD, qui oblige à faire du rapport d'indicateurs ESG, sur la gouvernance, sur le social, sur l'environnemental. Vous avez quand même 1200 data points. Bon, alors après, on peut affiner avec la double matérialité, voir l'impact que les enjeux sociaux environnementaux ont sur l'entreprise et inversement, l'impact que l'entreprise a sur ces... Et puis finalement, arriver peut-être à 200, 300 indicateurs clés. Ça, c'est une obligation aujourd'hui pour les grandes entreprises, même pour les entreprises de taille intermédiaire. Est-ce que ça va vraiment les bouger ? Je ne suis pas certain. Par contre, ça va donner des outils à la finance qui va permettre aux investisseurs de choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Mais je crois, moi, fondamentalement, que la RSE, pour moi, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. C'est ça l'enjeu clé. Et entre deux entreprises qui ont les mêmes performances financières depuis des années, quand il y a une crise qui arrive, il y a une entreprise qui s'en sort et l'autre qui s'en sort pas. Celle qui s'en sort, celle qui a su tisser un lien fort avec ses clients, ses fournisseurs, ses salariés. Et qu'elle peut compter sur elle pour que quand la crise arrive, tout le monde ait envie qu'elle s'en sorte. Et que l'autre qui a mis la pression sur ses fournisseurs ou ses salariés, elle va disparaître. Et ce lien, comment on le nourrit, ce lien? On le nourrit avec la mission, avec le sens. Voilà, c'est QFD. Et donc là, tu as affirmé que le modèle d'entreprise qui était viable sur le long terme, c'était une entreprise qui avait une mission. Est-ce que tu penses que ça va réussir, que les consommateurs vont s'adapter ou il faudra les éduquer? Parce que typiquement, une entreprise à mission, comme la Camif, tu dois acheter plus cher.
Est-ce que tu penses Alors, non, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses, en fait. Ce qu'on produit en France n'est pas toujours plus cher que ce qu'on produit très loin. Il y a des produits made in France qui ne sont pas plus chers qu'ailleurs. Et puis après, il faut voir qu'est-ce que tu entends par plus cher. Parce que acheter chinois, c'est acheter 3 fois. Hein. Donc, j'ai un t-shirt. Moi, mon t-shirt français va durer 5 ans. Le t-shirt chinois, au bout de 2 semaines, tu peux le jeter. Ouais, mais ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Ah bah si, on s'en rend compte, hein, parce que au bout de 2 semaines, on l'a acheté, donc on l'utilise plus et on l'a payé. Donc, bon, par contre, justement, ça nécessite peut-être qu'on éduque plus à la consommation, et peut-être plus tôt, même à l'école, voilà, et qu'on migre progressivement vers un modèle où il y a plus de valeur, c'est-à-dire où il y a plus de qualité, plus de durabilité, plus de valeur pour le producteur, plus de valeur pour le consommateur, plus de valeur pour l'entreprise. Et donc c'est probablement un modèle où on va consommer moins. C'est exactement le profil de nos nouveaux clients. Ils n'ont pas plus de moyens que les autres, mais ils font beaucoup plus d'arbitrage dans leur acte de consommation au quotidien. Donc ils achètent moins, ils achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne, ça leur libère du pouvoir d'achat. Et quand ils veulent se payer un bon canapé ou un bon lit, parce que c'est important de bien dormir, on y passe un tiers de sa vie, ils vont mettre le prix. Mais ils vont aussi mettre l'attention, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Voilà. Très bien. Et tu nous disais que l'entreprise, et tu nous l'as redit, que c'était le levier le plus puissant actuellement, dans le modèle actuel, pour changer. Est-ce que tu penses à un levier qui serait encore plus puissant mais qui n'existe pas encore? Les entreprises à mission. Non mais, je pense que l'entreprise, il y en a des millions. C'est une force incroyable parce qu'on y passe notre vie en fait, et il y a beaucoup de gens qui passent sa vie dans l'entreprise. Et puis il faut que cette vie elle soit la meilleure possible. Et l'entreprise elle a un impact considérable à la fois en amont sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, parce qu'elle peut, si demain Danone dit moi je n'achète plus que du sucre équitable, eh ben il n'y a pas assez de marché du sucre, il n'y a pas assez de production de sucre équitable pour subvenir aux besoins de Danone, mais il changera la donne. Hein. Et puis inversement, une entreprise, on le voit à quel point on est influencé par les entreprises. Donc elle peut influencer des comportements d'achat, de consommation, elle peut projeter à travers la publicité des modèles de société. Je reparlais de Philip Morris, mais Philip Morris, la libération de la femme, c'est quand les femmes ont commencé à fumer. C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, voilà. Enfin bref, donc oui, je crois vraiment que l'entreprise, c'est ce qui est le plus puissant. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses à changer pour qu'elle soit vraiment efficiente dans sa capacité à relever les défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut t'applaudir. Merci. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous pose une question, mais après, il va falloir que j'y aille, mais c'était super. Vous me posez la question, vous écoutez la réponse ou pas? Ah oui, oui. Okay, ça va. C'est juste pour les autres. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact, une sorte d'effet rebond, si jamais, parce que si c'est juste les entreprises qui changent leur façon de faire les choses, un peu, bien vendre leurs produits en mode c'est local, c'est bien. Est-ce que les gens vont pas acheter plus parce qu'ils se sentent mieux en quelque sorte d'acheter certains produits si on reste dans la mentalité d'avoir toujours plus, de chercher à avoir toujours plus d'objets. Oui, mais ce que fondamentalement doivent changer les entreprises, c'est le modèle de société. C'est le modèle de réussite. C'est tout ça. Parce qu'elles ont une influence considérable sur nos projections de qu'est-ce que ça veut dire réussir. Okay. Donc, il y a toujours des effets rebonds. On les évitera pas. Par exemple, les effets rebonds des gens qui font isoler leur logement, c'est qu'ils consomment plus. C'est paradoxal. Hein. Mais ils disent comme, avant je chauffais pas parce que je savais que je chauffais dehors. Maintenant, je sais que quand je chauffe dedans. Donc je vais mettre plus chaud. Et en fait, il y a très peu de gains, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Une étude aux États-Unis qui montre que les gains et d'économie d'énergie liés au bâtiment sont quasiment nuls. Si on prend en compte le coût quand même écologique CO2 du changement des fenêtres et tout ça.
Donc il y a toujours des effets rebonds. Mais l'enjeu clé, c'est d'arriver à un changement de système. Et ça, il n'y a que l'entreprise qui peut le faire. J'ai une autre petite question. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une entreprise à mission, ça change vraiment la mentalité des gens au sein de l'entreprise? Parce que pour être allé à plusieurs focus métiers où on discute avec des personnes qui sont dans des branches de grosses entreprises, genre Vinci par exemple, mais des branches qui ont des vocations à faire une construction plus durable, en fait, ils m'expliquaient qu'il n'y a pas forcément... Enfin, ils sont plus une contrainte pour l'entreprise, enfin ils sont vus comme les gens écolo chiants, etc. Plutôt que une vraie volonté. Enfin, est-ce que être une entreprise à mission, ça influe sur la mentalité des gens? C'est clair qu'être une entreprise à mission, ça oblige à être aligné. C'est-à-dire qu'on peut pas dire on veut faire de la construction durable et puis en fait dire non, on veut faire que du béton parce que ça coûte moins cher. Donc à un moment donné, ça marchera pas. Donc oui, une entreprise à mission, elle a quand même pris des engagements et en toute logique, si c'est bien fait, si c'est sincère, et bon, après elle peut perdre cette qualité de société à mission s'il ne le fait pas. Mais si elle la garde, cette qualité, c'est qu'elle a quand même fait un travail et que a priori les collaborateurs peuvent se saisir de la mission, se saisir de la feuille de route de mission et inventer de nouvelles pratiques. S'ils n'ont pas les moyens de faire ça, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. Ma question, elle porte sur l'échelle d'une entreprise. Est-ce que le concept d'entreprise à mission est compatible à une certaine échelle quand on voit que certains grands groupes, notamment LVMH, parmi les plus rentables, font beaucoup de profits, mais sont peut-être pas parmi les entreprises les plus à même de dire quel est leur sens au sein de la société, quel est leur bénéfice pour l'intérêt général, ont quand même un profit économique important. Dans quelle mesure ça peut concerner aussi ces entreprises de se dire j'ai besoin de définir mon sens, de définir ma mission, de définir mon intérêt pour la société afin de continuer à exister sur le long terme et de continuer à être une société pérenne? Je ne pense pas que ce soit une question de taille en fait, parce qu'on a quand même des très grandes entreprises dans la communauté des entreprises à mission, qui est une association d'intérêt général que j'ai cofondée en 2018. On l'a fait pour offrir un cadre de partage aux dirigeants de petites, de moyennes et de grandes entreprises pour repenser la place de leur entreprise dans la société, pour penser à leur raison d'être, pour les accompagner sur ce chemin qui n'est pas évident. Parce que ça prend du temps, il peut y avoir des injonctions contradictoires, en tout cas au début. Ça se résout généralement si on remet la perspective du temps long, c'est ce que permet l'entreprise à mission, elle redonne du temps long à l'entreprise. Et je pense que toute organisation gagne à se poser cette question du pourquoi. Parce qu'on est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide quand on sait pourquoi on existe. Et que tout le monde est aligné par rapport à ce pourquoi. Et donc, moi, je crois qu'on peut être une grande entreprise et engager des grandes transformations dans son entreprise. Et je dirais même presque plus on est une grande entreprise, plus on a de responsabilités vis-à-vis de la société. Parce qu'on sait très bien que les grandes entreprises, elles ont un impact considérable. Prenez Google. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de savoir c'est quoi le projet de Google en fait? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils cherchent à maximiser leurs profits. Ça, c'est sûr. Nous, on s'est pris... je pense que si je fais le compte de combien d'argent on a versé à Google, ça se compte en plusieurs centaines de millions d'euros depuis le début de ma boîte. Mais j'ai jamais eu un contact avec personne chez Google. Et quand ils ont pris la taxe GAFA, 3% sur leur chiffre d'affaires... parce qu'ils ne payaient pas d'impôts en France, ils nous ont augmenté les prix de 3%. C'est scandaleux. Donc moi j'aimerais bien comprendre un peu mieux comment, quand on est une grande entreprise et qu'on a un grand impact sur la société, et pas forcément positif, qu'on les force à dire, à révéler au fond pourquoi elles existent, à quoi elles servent, c'est quoi le dessin derrière ça. Quand on voit aujourd'hui que les entreprises sont plus puissantes que certains États, quand on voit un Elon Musk, ça peut faire peur quand même, hein.
où est-ce qu'ils nous emmènent? Ça serait intéressant de les questionner. Et finalement, cette question-là, quand on la fait, c'est puissant. Mais donc il y a une nécessité de transparence sur le sens, puisque j'entends bien que le questionnement d'une entreprise sur son sens, sur sa mission peut être bénéfique à l'entreprise, mais pas forcément à la société. Mais demain, vous avez le choix. L'industrie du tabac, par exemple, ils ont très bien compris, je pense, le sens, les raisons de leur rentabilité économique. Mais donc ça nécessite derrière de l'exposer au grand public de manière honnête pour que la vision qu'a le grand public de leur industrie, de leur entreprise soit. Mais demain, soit vous avez le choix de travailler entre Hermès et LVMH. Si Hermès vous dit, moi, je fais du hyperluxe, mais mon métier, ça me permet de maintenir des savoir-faire, des entreprises en France. Parce que c'est exactement ce qu'ils font. Ils font travailler des ESAT, des personnes en situation de handicap. Ils ne le disent pas du tout, hein, mais la réalité, c'est ça. Ils maintiennent des savoir-faire, ils ont des écoles de formation pour maintenir ces savoir-faire, pour transmettre ces savoir-faire. LVMH, je ne sais pas trop, moi. Mais bon, je connais l'entreprise de l'intérieur, mais donc j'aurais davantage envie d'aller bosser chez Hermès que chez LVMH. Chez nos fabricants, on a des gens qui font strictement la même chose. Des lits. On a un fabricant à La Rochelle, fabrique des lits pour enfants. Il y a un fabricant à Pau qui fabrique des lits pour enfants. Mais par contre, leur mission est très différente. La mission du fabricant à Pau, c'est un ESAT, donc il fait de la réinsertion par le travail de personnes en situation de handicap. Des gens qui sont handicapés psychiques graves. Il y a 50 personnes dans l'atelier de menuiserie. Et finalement, la menuiserie, c'est le support de leur raison d'être. Et celui qui fabrique des lits à La Rochelle, son obsession, c'est de faire des lits qui soient les meilleurs possibles pour l'air intérieur. Parce que quand on est enfant, on passe beaucoup de temps dans sa chambre. En fait, il y a beaucoup de polluants dans les composants organiques volatiles, dans les panneaux de particules, les cols, etc. Donc lui, il a pensé tous ses produits autour de ça. Il avait une sensibilité sur ce sujet. Voilà, 2 raisons d'être qui n'ont rien à voir, mais 2 fois le même produit. Hein. Presque le même produit, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, pourquoi vous allez plutôt privilégier une entreprise qu'une autre? Parce que si elle a dit pourquoi elle existe, ça va vous parler davantage, peut-être l'une va vous parler davantage qu'une autre. Si vous êtes sensible au handicap, vous irez plutôt à Pau qu'à La Rochelle. Si vous avez un problème d'allergie ou de poumon fragile, vous irez à La Rochelle. Et voilà. Et je pense que c'est intéressant. Et donc, je pense que toute entreprise gagne à affirmer cette raison d'être. Et surtout à la traduire opérationnellement. Parce qu'une fois qu'on a une raison d'être, c'est bien, mais il faut la faire vivre. Merci. Merci beaucoup. Je me présente, je suis le directeur de la transformation socio-écologique de l'École des Ponts et j'en profite pour dire que la raison d'être va être soumise à vos commentaires très bientôt. La raison d'être de l'École des Ponts, on est en train d'y travailler et donc on va. Même une école peut faire une raison d'être. Un territoire peut faire une raison d'être. C'est très structurant dans notre stratégie. Enfin bon, bref. Donc merci beaucoup de votre intervention et on aimerait bien effectivement que tous nos partenaires soient alignés avec vos convictions sur le fait que la raison d'être est la condition sine qua non de leur survie. C'est pas encore le cas, mais moi je voulais vous questionner sur la structuration de vos capitaux propres. Est-ce que le fait d'être une entreprise à mission fait que vous avez une structuration particulière ou est-ce qu'elle est relativement standard? Alors, quand on a redémarré Camif, il n'y avait aucun fonds classique qui voulait rentrer dans le capital. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un fonds de famille, de la famille Fournier, qui était fournisseur de Camif, qui fabriquait les cuisines pour Camif, qui est rentré dans notre capital en 2009. Mais ça, c'était pas parce que c'était entreprise à mission, c'est parce qu'ils étaient fournisseurs, qu'ils ont entendu parler de ce projet, que ça leur parlait, qu'ils trouvaient ça intéressant de participer à cette aventure pour réinventer Camif. Et puis en 2012, on s'est rendu compte qu'on avait un petit sujet, c'est qu'on avait quand même 80% de nos clients qui avaient plus de 65 ans d'âge moyen, qui avaient donc un enjeu de pérennité, et qu'il fallait donc vite transformer la clientèle, la rajeunir, qui dit rajeunir la clientèle, dit aller chercher de nouveaux clients, ça coûte cher, et transformer l'offre, parce que le client à 30 ans n'a pas les mêmes attentes que le client à 70.
Et donc ça demandait des moyens. Et donc là, j'ai commencé à chercher des fonds. Et là, on avait déjà quand même bien positionné Camif sur consommation responsable, qualité, locale, made in France. Et puis j'ai vu beaucoup de fonds. Donc je fais beaucoup d'allers-retours Niort-Paris, Paris-Niort. C'est 2 par semaine. Et à l'époque, c'était 3h30 de TGV. Et c'était fatigant. Et tous les fonds que je voyais disaient oh, c'est bien ce que vous avez fait, mais revenez nous voir un peu plus tard quand vous serez rentable. J'avais dit, mais, vous savez, le centre d'appel qu'on a mis à Niort, je le positionne à Madagascar et tout de suite on est rentable. Pourquoi vous ne le faites pas? Juste parce que c'est pas cohérent en fait. Et donc ces fonds-là, je ne les ai pas convaincus. Et d'autres fonds, même des fonds soutenus par l'État, m'ont dit mais qu'est-ce que vous ferez quand vous n'aurez plus de fabricants français? Ah bah là je dis oui, vous n'avez juste pas compris pourquoi on existe en fait. Parce que justement nous on est les pionniers et les champions du Made in France dans notre secteur. Donc c'est juste pas envisageable ce que vous êtes en train de nous dire. Ah oui, mais qu'est-ce que vous ferez quand on n'a plus de fabricants français? Bon, au revoir. Et en fait, je n'ai pas trouvé. Pendant 18 mois, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de fonds. Et du coup, ça m'a orienté sur est-ce qu'il existe, sur cette question de est-ce qu'il existe un fonds qui valorise pas que le financier, mais aussi peut-être l'impact. Parce que finalement, au cœur de notre projet, c'est un modèle d'impact. Et c'est là où on a fait cette rencontre avec les chercheurs et avec Laurence Meignery et Pierre-Olivier Varenne qui avaient monté Citizen Capital, un des tout premiers fonds d'impact en France. Et donc finalement, le parti pris qu'on a eu sur le projet nous a conduit à trouver les bons financiers. Ceux qui avaient une vision que, oui, cette entreprise, elle aurait peut-être plus de performance économique parce qu'elle était plus utile et parce qu'elle avait de l'impact, et c'était leur thèse d'investissement. Et en 2021, ils sont sortis, et nous, on a fait rentrer la Maïf. Et donc la Maïf est aujourd'hui propriétaire de Camif. J'ai revendu à la Maïf. Donc c'est ce genre de retour vers le futur, là, parce que c'était les instituts de la Maïf qui avaient créé la Camif. La Camif, ça voulait dire la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France, créée en 1947. Et la Maïf, s'ils sont venus, c'est précisément pour la mission. Parce que ils sont aussi sociétés à mission, dans leurs objectifs de mission, il y a l'objectif de mission 5, c'est de promouvoir les entreprises qui sont engagées à avoir un impact positif pour la société. Et donc ça a facilité la rencontre. Alors on avait d'autres choses qui nous rapprochaient. Il y avait des liens historiques, il y avait des liens géographiques, mais il y avait aussi un lien philosophique au fond. Et on est beaucoup mieux avec la Maïf qu'avec si j'avais vendu la boîte à Conforama. Ça aurait été moins bien, quoi. Moins aligné. Alors je pense, et c'était un peu la question, est-ce qu'il faut démarrer seul ou pas, l'association, donc parce que les actionnaires c'est des associés, ce qui est hyper important, c'est d'être aligné, de partager les mêmes valeurs, parce qu'on va avoir des moments difficiles, on va traverser des moments difficiles. Là en ce moment c'est difficile, le marché n'est pas bon, l'immobilier n'est pas bon, le marché de l'immobilier il dépend de l'immobilier, l'inflation, les gens n'achètent pas des produits dont on peut reporter l'achat. Mais si vous avez un actionnaire qui a que la vision financière et que le court terme, c'est sûr qu'il va planter la boîte. Si vous avez un actionnaire qui dit moi je fais ça parce qu'il y a un projet derrière, un projet de société, c'est enthousiasmant, enfin, ça va peut-être prendre 15 ans, 20 ans, mais c'est pas grave, ça change tout. Donc en fait, précisément, les entreprises à mission, elles attirent des fonds qui sont venus pour la mission. Et elles répulsent un certain nombre de fonds qui ne viendraient pas pour ça. Et moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer la réussite un tout petit peu différemment. Pour moi, la vraie réussite d'une entreprise, c'est cette capacité à durer, la robustesse de l'entreprise. C'est pas maximiser, parce qu'au bout d'un moment, quand on a des LBO successifs et puis que les fonds se revendent à un autre et qu'ils essorent un tout petit peu plus l'entreprise, au bout du 3e fonds, l'entreprise, elle disparaît parce qu'il n'y a plus rien. Voilà. Est-ce que c'est un succès? Bah oui, il y a des fonds qui ont gagné de l'argent. Mais in fine, c'est un échec. Moi, le plus gros succès, c'est l'entreprise qui dure d'une génération à l'autre. Et c'est ça qui est beau dans le capitalisme familial, notamment. La question, c'est comment je transmets l'entreprise à la génération d'après. Il faudrait penser toutes nos décisions comme ça, comme les chefs des gardiens des forêts primaires. Une décision,
on doit la prendre au regard de l'impact qu'elle peut avoir sur 7 générations. 7 générations. C'est énorme. Si on prenait toutes nos décisions en disant qu'est-ce que ça va faire comme impact sur les petits enfants, ça changerait le monde. Et je pense que la finance a un rôle considérable à jouer. Mais elle est en train de changer aussi. Parce que la finance aujourd'hui, elle n'a plus envie d'investir dans des actifs échoués. Si elle investit dans une boîte qui, dans 10 ans, ne pourra plus opérer parce que les conditions, la norme aura fait qu'elle ne peut plus opérer, ou que les conditions de marché ne seront plus, ça ne sert à rien, ils vont perdre de l'argent. Ils ont quand même intérêt à revoir un peu leur modèle aussi. Et elles doivent financer cette transformation qui va prendre du temps et qui va demander des investisseurs plus patients et moins gourmands. C'est pas simple. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des journaux aussi, quand vous aviez fait votre projet, vous étiez allé voir des journaux justement pour le Black Friday, et vous avez dit que vous étiez rapidement confronté au fait que justement plein de journalistes ne voulaient pas parler de ça, parce que justement c'était pas en accord avec le système qui était mis en place. Et du coup, comment est-ce que justement on peut lutter contre ce système? Est-ce que vous avez été confronté à d'autres situations du même type? Et vous avez réussi à justement changer le système, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le but finalement des entreprises à mission, changer le système qui est mis en place. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire ça, sachant que c'est quand même très bien implanté, il y a des lobbies, etc. C'est très compliqué là. C'est compliqué, mais dans toute organisation, vous avez des rebelles. Dans toute organisation, vous avez des gens qui ont un cœur. Quand vous parlez au cœur des gens, ça vibre tellement qu'à un moment donné, ils s'en foutent des règles, ils vont transgresser. Et il faut de la transgression dans l'entreprise. Et moi, je crois fondamentalement qu'on peut changer le monde en changeant les entreprises de l'intérieur. On ne va pas faire la révolution. Ça ne marche pas. Mais changer les entreprises de l'intérieur, c'est possible parce qu'il y a des gens qui se disent je vais prendre mon bâton de pèlerin, mais moi j'y crois et je pense qu'on peut changer telle et telle chose. On peut donner, on peut faire confiance à ce monsieur parce qu'il il vient nous voir et il dit il fait le bucket de Black Friday. Il faut lui donner la parole. Et donc c'est 2 ou 3 personnes, c'est très peu, mais ça suffit pour changer complètement une organisation ou complètement le modèle. Et quand vous avez 2-3 personnes qui sont en fait des leaders, et même s'ils ne sont pas le dirigeant de l'entreprise, alors ça emporte souvent l'adhésion. Parce qu'ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ils osent là où personne n'ose. Et en fait, ils ont derrière eux tout le monde qui va suivre. Et c'est ça qui est chouette. Et donc, il faut les trouver. C'est pas évident. Il faut qu'ils aient suffisamment confiance dans le fait qu'ils vont pouvoir sortir du bois, sortir du cadre. Et je pense qu'en tant que dirigeant, on est souvent le plafond de verre d'une entreprise. On est souvent le plafond de verre parce que les gens n'osent pas, parce que vous êtes là. Donc, il faut aussi savoir abandonner le pouvoir. Laisser les collaborateurs expérimenter des choses, se planter. Vous savez pourquoi un enfant marche? Combien de fois un enfant tombe avant de savoir marcher? Apprendre combien de temps? Plus. « 30 fois? Ah non. J'ai mis 1 an avant de marcher un enfant. Plus de 1000. Et pourquoi il marche? C'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Oh non, c'est plus facile à 4 pattes, on va plus vite, on ne tombe pas, ça se fait pas mal. Parce que jamais, dans le regard de ses parents, il a vu le moindre doute qu'il y arriverait. Ça, c'est une leçon pour un manager. Vos équipes se plantent 1000 fois, mais vous avez toujours confiance en eux. Est-ce que vous avez vu justement ce changement de mentalité, de voir de plus en plus de gens qui osaient parler à leur patron? Oui. Ça, c'est plus important.
Il y a même dans les entreprises des collectifs qui se créent et qui court-circuitent tous les organes existants, même les syndicats, etc., qui se créent pour faire pression sur l'entreprise et qu'elle adopte, par exemple, la qualité de société à mission. Ou qu'elle prenne des engagements sur la réduction carbone. Voilà. C'est chouette, ça. Donc c'est des initiatives qui laissent. Parce qu'en fait, c'est juste insupportable de dire que moi, à titre personnel, je fais des efforts, je prends plus l'avion, je prends plus machin, et puis vous arrivez dans votre entreprise, et puis alors, ils n'en ont rien à foutre dans l'entreprise. C'est juste pas possible. Donc à un moment donné, il faut soit vous quittez l'entreprise, mais si vous aimez votre entreprise, si vous aimez les gens avec qui vous bossez, si vous aimez le métier que vous faites, et que vous y apprenez quand même des choses, bah c'est l'occasion de la changer de l'intérieur. Et c'est possible. Ça prend du temps. La clé de voûte, c'est quand même le dirigeant. C'est-à-dire que s'il n'est pas convaincu, c'est pas beaucoup de chances que ça... Donc, dans une entreprise où le dirigeant a 65 ans, c'est peu de chances de changer l'entreprise, en fait, parce qu'il ne va pas faire la révolution dans sa boîte, quoi. Il y a aussi une question de génération, de prise de conscience. Ça prend du temps parce qu'il faut avoir conscience qu'on a un pouvoir entre les mains, qu'il y a une crise, qu'elle est directement liée à nos modes de vie. Il y a encore beaucoup de climato-sceptiques, il y a encore beaucoup de gens qui doutent un peu. Donc cette prise de conscience, elle prend du temps, puis ensuite il faut passer à l'action. Et ça, c'est pas évident, il faut aller convaincre les actionnaires d'investir. Mais c'est un peu comme la transition numérique. Les boîtes qui n'ont pas investi en 2000 dans le digital, elles n'existent plus aujourd'hui. Enfin, en 2000, le digital, le e-commerce, c'était zéro. Il fallait investir. Puis on n'avait pas le retour sur investissement immédiatement. On l'avait au bout de 5, 10 ans. Là, c'est encore pire. Si on n'investit pas dans la transformation de nos modèles, les entreprises disparaîtront. Mais par contre, le retour sur investissement, on ne l'aura pas tout de suite. C'est pas dans 2 ou 3 ans. Il faut être patient. Parce que transformer une entreprise, transformer un modèle économique, un modèle d'affaires, ça prend du temps. Nous, on a lancé la location de chambres enfants parce qu'on se dit ça n'a pas de sens de vendre des chambres enfants. Un bébé, au bout de 50 ans, il a envie de sortir de son lit à barreaux, quoi, généralement. Donc, pourtant, nos lits sont conçus pour durer 50 ans. Et donc là, on a un super cas d'usage avec les jeunes familles qui peuvent louer un lit bébé ou un lit enfant plutôt que de l'acheter. Mais c'est pas dans les habitudes. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Peut-être que ça marchera, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Mais il faut essayer. Merci. Bon courage pour la raison d'être, alors. Est-ce que vous avez... Enfin, j'ai plusieurs questions. Est-ce que vous savez si vous avez des exemples d'autres pays qui ont peut-être... Enfin, j'ai l'impression que le Made in France, c'est quand même un peu une... Enfin, c'est presque une marque maintenant. Mais est-ce que vous savez s'il y a d'autres pays qui sont aussi engagés? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez des... Enfin... Pardon. Je veux dire, là, le problème aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont les moyens... pour se procurer du Made in France et pour faire appel aux entreprises plus éthiques. Pardon. Pardon. Allez-y, le problème, c'est que les personnes qui n'utilisent pas ces entreprises, a priori, c'est celles qui, dans 10 ans, vont continuer d'acheter du Made in China parce que ce sera toujours moins cher. Et en fait, tant que les autres pays ne bougent pas, est-ce que on va vraiment pouvoir autant changer la société que oui, ça? Oui, bien sûr. Alors, le Made in France, c'est pas qu'en France. Regardez aux États-Unis. MAGA, quoi, Make America Great Again, et puis là, l'IRA et tout ça, enfin, tous les moyens qu'ils mettent sur le refabriquer aux États-Unis. Donc la tendance de la relocalisation, elle n'est pas qu'en France. Parce qu'on voit bien, on a touché du doigt pendant Covid de la fragilité de nos modèles, de la dépendance d'une entreprise quand elle a ses chaînes d'approvisionnement complètement fragmentées et qui vont avec des centaines d'intermédiaires remonter à l'autre bout de la planète. Quand ça tremble quelque part, quand on ne peut plus circuler, ça ne marche plus. Donc, et puis il y a des enjeux politiques, bien sûr. Et la Chine et les États-Unis, c'est eux qui sont... Bon, les deux. Nous, en Europe, on est un peu... mais on a intérêt à construire un espace économique différent, qui se différencie, qui porte une certaine vision
de l'économie et de la place de l'entreprise dans la société, qui portent une certaine ambition sur les enjeux sociaux, environnementaux, parce qu'on a de l'avance par rapport aux Américains ou aux Chinois. En tout cas, sur cette prise de conscience. Ma fille qui a fait, elle était à Boston au MIT, moi j'étais la voir, mais elle m'a dit, moi, elle a fait le PFL. Elle dit, bah, le PFL, tout le monde fait très attention, l'avion, les machins, la bouffe. Les États-Unis, ils n'en ont rien à faire. Ils prennent l'avion pour aller un week-end à l'autre bout des États-Unis, traverser la côte est en côte ouest pour aller faire un mariage de gens qui ne connaissent pas. Donc, on a de l'avance. Le modèle d'entreprise à mission, il existe aussi ailleurs. Par exemple, en Italie, vous avez la Società Benefit, qui est à peu près le même cadre légal que l'entreprise à mission, mais ils ont été un tout petit peu moins loin sur la gouvernance. Donc on voit aussi que dans différents pays, il y a une réflexion sur le modèle de l'entreprise, sa responsabilité, son rôle dans la société, et comment on doit changer un tout petit peu le modèle d'entreprise pour le rendre plus efficient. C'est pas que franco-français, c'est ça qui est bien aussi. Et moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de passer à l'échelle européenne. Donc j'ai un plaidoyer sur la purpose-driven company pour qu'on remette le sens et qu'on réinterroge la corporate governance dans le modèle de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas uniquement aux mains des actionnaires et qu'elle se pose davantage de questions. Ça va prendre du temps. Mais du coup, plus sur la deuxième partie de ma question, mais en lien avec ce que vous avez dit, enfin, c'est quand même les pays les plus développés qui ont cette prise de conscience. Mais tant que... Je sais pas. Je pense que quand vous êtes un pays qui est en prise avec le dérèglement du climat, que ce soit un problème d'eau ou autre, vous êtes tout de suite concerné. Pour moi, il y a un pays qui m'étonne le plus, en fait, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont les méga-feux en ce moment en Californie, mais ils ne font pas le lien. Ils ne remettent pas en question leur modèle, leur mode de vie, ça. Pourtant, ils ont de la sécheresse, ils ont des méga-feux. Je sais pas, ils n'ont pas envie de se remettre en question, en fait. Hein. C'est douloureux. Hein. Changer, on déteste changer. Hein. Qu'on soit un individu ou une entreprise, on n'aime pas changer. Il y a un coût au changement, il y a une énergie au changement. Et c'est désagréable. Moi, ça m'interpelle que ça ne les fasse pas bouger, quoi. Oui. Attends, dernière. Après, je vous lâche. Mais j'entends ce que vous dites. Mais donc peut-être que c'est pas juste les pays les plus développés qui vont le faire. Mais a priori, c'est quand même en général ceux qui ont le plus de moyens pour le faire. Et les pays, comme vous dites, qui sont le plus, par exemple, victimes du changement climatique, c'est peut-être des pays qui ont donc aussi pas les moyens de tout produire eux-mêmes. Enfin, ceux qui n'ont pas d'eau, par exemple, c'est compliqué de fabriquer le lin, tout ça chez eux. Et donc, comment on fait si chaque pays qui a les moyens de faire ça se met à faire ça à fond, ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent plus bénéficier. Enfin, je dirais, ok, je reformule ma question. Est-ce que c'est pas enfin, entre mondialisation et ça, est-ce qu'il n'y a pas un conflit ou est-ce que c'est parfaitement compatible? Enfin, entre les relations entre les pays. Peut-être déjà un constat, c'est quand même c'est les pays les plus riches qui sont les plus émetteurs. Donc c'est nous qui avons la plus grande responsabilité. D'ailleurs, le débat lors de la dernière COP, c'était il faut qu'on finance les pays qui n'ont pas les moyens de faire leur transition, il faut qu'on leur mette de l'argent pour qu'ils puissent le faire. Et donc, voilà, parce que nous sommes responsables de leur dérèglement du climat qui entraîne leur... Donc oui, il y a un soutien nécessaire et bien compris d'ailleurs. C'est-à-dire que si on ne soutient pas ces pays, on va avoir des vagues migratoires bien supérieures à celles qu'on connaît déjà aujourd'hui en fait. Donc ça va poser un problème à nos sociétés. Donc on a quand même un intérêt politique et économique à adresser ce sujet du climat, et pas que du climat, de la biodiversité, etc. Et on a les moyens aujourd'hui. On a les moyens. Regarde, les États-Unis, ils ont mis des millions, des milliards. Donc, c'est possible. Hein. C'est une question de volonté. Et alors, justement sur ça, est-ce que les pays qui sont en voie de développement, il faut leur donner, aux entreprises, les entreprises qui se développent là-bas, il faut leur donner une mission dès le début, ou il faut les faire transitionner ensuite?
Alors, ça, c'est la même question chez nous. C'est-à-dire, quand on démarre sa boîte, est-ce qu'il faut démarrer tout de suite avec une mission ou est-ce qu'il faut attendre un peu que la boîte se soit structurée? On a lancé un groupe de travail là-dessus, d'ailleurs, dans la communauté des entreprises à mission. Et sur les startups qui démarrent, on a par exemple dans les startups des licornes, Doctolib, Back Market, qui sont sociétés à mission. Alors elles le sont devenues, elles n'étaient pas sociétés à mission quand elles ont démarré. Ceci dit, elles avaient une dimension intéressante quand même dès le démarrage. Et moi je crois qu'en fait quand on a une mission au démarrage, que l'argument de dire qu'il faut attendre un peu de stabiliser le modèle économique est intéressant mais il a ses limites, parce que finalement beaucoup d'entreprises vont pivoter, mais autour de quoi on pivote? Autour de la raison d'être de l'entreprise, sa mission, pourquoi on l'a créée. On ne crée pas une boîte pour gagner de l'argent, on crée une boîte pour résoudre un sujet aujourd'hui. Et donc quand on est entrepreneur, ça me fait penser que je n'ai pas fait la vidéo sur entrepreneur ou entrepreneur à mission. Quand on est entrepreneur aujourd'hui, on est forcément entrepreneur à mission. À vos âges, vous montez une boîte, c'est pour... voilà. Donc non, je pense que ces pays-là gagneraient aussi à avoir cette réflexion. J'étais en Tunisie à un colloque avec des entreprises qui s'intéressent à l'entreprise à mission et qui voulaient avoir un peu le retour d'expérience de ce qu'on a fait en France. Donc c'est possible dans tous les pays, dans toutes les tailles d'entreprise et dans tous les moments de la vie de l'entreprise. Moi, du coup, ma question, c'est un peu lié à tout ce qu'on vient de dire. C'était, est-ce que face à des pays ou plus généralement des gens qui comprennent pas les impacts que peuvent avoir ces entreprises et la nécessité de passer justement à ce système d'entreprise à mission, est-ce qu'il ne faut pas mettre justement, impliquer les gouvernements et mettre des sanctions économiques à tout ça ou d'autres types de sanctions ou d'autres systèmes, par exemple pour de la communication sur, comme vous l'aviez dit, dans des écoles ou des campagnes publicitaires ou quoi que ce soit. Est-ce que le gouvernement doit nécessairement être impliqué autant que les entreprises? Alors le gouvernement, il est forcément impliqué parce qu'il doit voter une loi. Et en fait, il y a eu un avant-après la loi Pacte. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une loi au fond pour être société à mission, pour bouger ses statuts, mettre dans son budget social une raison d'être, des objectifs sociaux, environnementaux, pour mettre en place une gouvernance, pour oxygéner un peu la gouvernance et faire rentrer les parties prenantes. On n'a pas besoin de loi pour le faire. On peut le faire. Toute entreprise peut le faire. Mais quand on a eu la loi, il y a eu un appel d'air et une accélération très forte. Donc on a besoin de mobiliser les gouvernements pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt qu'il y ait plus d'entreprises qui s'engagent davantage et qu'il y a un cadre qui existe, qu'il a été expérimenté en France, qu'il a été expérimenté en Italie, qui fonctionne, où on peut réconcilier l'économie et les enjeux sociaux environnementaux. Et la responsabilité de l'État, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui fassent ça. D'ailleurs, à l'échelle d'un territoire, par exemple en Italie, il y a une association qui s'appelle Asso Benefit, qui est l'équivalent de la communauté des entreprises à mission. Et ils ont travaillé avec la ville de Rome. Et la ville de Rome a accompagné à peu près 200 entreprises du territoire pour qu'elles deviennent sociétés à bénéfice. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'est l'intérêt du territoire. Et en plus, donc ils les ont accompagnés, et à la fin, c'était assez smart, ils ont demandé à toutes les entreprises qui rentraient dans le programme que un de leurs objectifs de mission, ce soit d'avoir un impact positif pour Rome. Donc là, on a une relation d'interdépendance qui est nouée et qui est contractualisée quelque part. Et c'est hyper intéressant, parce qu'une entreprise qui prend soin de son territoire, ça va créer de la valeur sur le territoire, c'est évident. Et inversement, un territoire qui prend soin des entreprises, c'est bien pour l'entreprise, donc c'est interdépendant. Après, moi je crois à l'importance que ce cadre reste un cadre volontaire. Il ne faut pas que ça devienne une norme et qu'on impose. Par exemple, il y a eu des débats sur les EHPAD, là, quand il y a eu le scandale Orpea. Est-ce qu'il fallait que finalement tout ce secteur, en tout cas le secteur privé qui adresse ce sujet l'hébergement de personnes âgées, plus autonomes, etc. Est-ce qu'ils ne doivent pas tous être société à mission? Dans l'idéal, oui. Mais si on les oblige à être tous société à mission, ma crainte, c'est que ça va être un peu comme la RSE, quoi. Ça va être une fake raison d'être, et on va mettre très peu d'ambition, tout ça. Quand c'est un cadre volontaire,
Mais c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on y va, parce qu'on y croit, parce qu'on pense que c'est un bel outil pour susciter de l'engagement, pour réinventer ou stimuler l'innovation, et que ça va générer de la performance au bout. Mais chacun est libre dans ce cadre. Et dans le cadre de la loi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit peu de choses, la loi. Elle dit pas, il faut que vous mettiez moins 55% de CO2 d'ici 2030. C'est pas ça du tout. Elle dit, vous mettez une raison d'être, des objectifs socio-environnementaux que vous avez réfléchis, que vous devez traduire dans une feuille de route, vous devez rendre des comptes, et vous avez une gouvernance, et vous avez un contrôle externe. C'est un cadre. À l'intérieur du cadre, il y a un grand champ de liberté. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et pour la première fois, finalement, l'État fait confiance aux entreprises, fait confiance aux entrepreneurs. C'est hyper important. Parce que on a quand même plutôt tendance à faire des lois et légiférer en disant bah, c'est interdit de ça, c'est interdit de ça, il faut que vous fassiez ci, ça. Là, des normes et des trucs, on en a un paquet. Hein. Et voilà. Mais là, un cadre où vous avez de la liberté, c'est unique. Et est-ce que vous, du coup, à titre personnel, vous allez conseiller certains membres du gouvernement pour des lois ou quoi que ce soit à propos de ça ou... Nous, on a beaucoup travaillé pour que dans la loi Pacte, on fasse reconnaître la société à mission. Parce qu'au début, la loi Pacte n'était pas partie pour créer la société à mission, elle était partie pour créer la raison d'être, qui arrangeait bien tous les grands groupes. D'ailleurs, 39 des 40 groupes du CAC 40 ont une raison d'être. Mais la question derrière la raison d'être, c'est qu'est-ce que ça change en fait? C'est joli, mais si ça change rien, ça sert à rien. Donc on a travaillé avec en faisant du lobbying positif sur ce sujet. Et je fais la même chose à l'échelle européenne. Et puis après, sur d'autres sujets, moi j'ai beaucoup œuvré pour la TVA circulaire. Elle a été votée là, mais bon, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si ça va être possible qu'elle soit appliquée en 2025, mais une TVA réduite sur l'économie circulaire, notamment sur la réparation et sur les produits éco-conçus, pour que ça ne coûte pas plus cher de réparer sa machine à laver que d'acheter un produit prix qui vient de l'autre bout de la planète. Une sorte d'aberration, quoi. Et de mettre à niveau la fiscalité, en tout cas d'utiliser la fiscalité, parce que l'État, en gros, il a 3 pouvoirs, la fiscalité, la réglementation et la commande publique. Il faut utiliser tout pour essayer de relever les défis socio-environnementaux. On a aussi besoin des États. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de rôle, hein, ils ont un rôle à jouer. Et on doit être exigeant sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Et donc moi, ça fait depuis 2017 que je suis engagé sur ce combat de utilisons la TVA. Parce que si on maintient une TVA identique entre un produit qui est vertueux et un produit qui ne l'est pas du tout, c'est pas normal, c'est pas juste en fait. Il faut rééquilibrer les choses. Et je pense qu'il y a des produits par exemple qui rentrent en Europe qui ne devraient pas pouvoir rentrer en Europe. Un produit fabriqué par des Ouïghours, des prisonniers ouïghours, je vois pas ce qu'il faut en Europe, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.